Maître Deveul, bonsoir, merci d'être avec nous sur RT en français. Alors malgré le progrès du sommet en Alaska, les dirigeants européens ne lâchent pas et promettent toujours plus d'armes à Kiev. Comment analyser cette situation? Bonsoir Monsieur Touta et merci de votre invitation sur votre chaîne. Hélas, suite à cette rencontre historique entre le président Vladimir Poutine, russe, et le président américain Donald Trump en Alaska, c'est porteur d'un grand espoir pour trouver une solution vers un cessez-le-feu et vers une paix. Toutefois, suite à cette rencontre, il n'y a pas eu un accord sur un cessez-le-feu, mais certainement des propositions très fortes entre les deux chefs d'État. D'ailleurs, vous voyez se précipiter à la porte de la Maison-Blanche dès lundi les dirigeants européens avec le président Zelensky pour essayer de faire la contrebalance par rapport à ce qui aurait pu être dit par le président Vladimir Poutine. On a toujours affaire en Europe à un carteron de dirigeants bellicistes, jusqu'au boutiste, et l'on voit surgir la volonté du président Macron d'être le chef de cette coalition belliciste, va-t-en-guerre, en ayant des propos gravissimes. Lorsqu'il dit que le président Trump veut la paix, mais que le président Poutine veut la guerre. Ces propos sont très graves et nous engagent le peuple français que l'on ne consulte jamais. Il faut savoir que cet engagement militaire a été fait du propre chef du président de la République. À chaque fois, il engage des fonds, des milliards d'euros, alors que la France est surendettée, gravement endettée, et que beaucoup de services publics souffrent, et que l'économie française est au plus mal. Donc nous sommes à un moment de vérité pour voir qu'est-ce que ces dirigeants européens vont proposer au président Trump. Oui, et justement, Maître Deveul, vous avez évoqué le volet économique. Pour appuyer Kiev militairement, les Européens mènent ce qu'on appelle une économie de guerre, avec déjà plus de 100 milliards de dollars versés à Kiev. Et ça sans la consultation de l'opinion publique dans ces pays. Quelles seront les conséquences de cette politique? Un jour, tout va se payer. Et malheureusement, ce sera sur le dos des populations. Il faut savoir que l'Ukraine sera mise en faillite en 2026. Et je crois qu'à l'issue de cette réunion à Washington, le président Trump prendra des décisions très lourdes. S'il voit que les Européens sont jusqu'au boutiste dans le conflit en Ukraine, qui est un conflit perdu par l'Ukraine. Alors on a beau dire oui, mais vous vous rendez compte, ça dure depuis 3 ans et demi, alors que le président Poutine avait dit qu'en 3 semaines il réglerait la chose. Mais on a affaire à une guerre de coalition d'une rare intensité, avec des armements modernes, avec l'apparition des drones, avec un front figé, très très dur, très violent. On parle d'1 million de morts. Il faut que cela cesse. Il faut que la logique, que la sagesse s'impose, alors qu'on voit des dirigeants européens qui mettent à sac carrément leur économie pour une guerre qui est perdue, qui ne concerne pas l'Union européenne. Car on peut parler d'Europe, comme le disait le général de Gaulle, hein, ça va de l'Atlantique à l'Oural. Mais dans ce cas de figure, nous allons vers une catastrophe, surtout pour l'Union européenne, mais ils l'auront voulu. Dans le mémorandum qui a été présenté par la partie russe aux Ukrainiens lors des négociations d'Istanbul au mois de juin, les Russes ont exigé la démilitarisation du régime de Kiev et la non-adhésion à l'OTAN. Mais les Européens semblent faire tout le contraire. Comment décrire ce processus de résolution contradictoire de la part de Bruxelles? Il y a un entêtement et un manque d'analyse de la situation historique. Rappelez-vous qu'il y avait des accords de Minsk en 2015 qui posaient véritablement le problème des populations russophones du Donetsk. Et donc, on sait très bien quel est le problème. Et l'Ukraine n'est pas exemptée de responsabilité dans ce conflit. Et cela ne revient jamais sur la table des négociations. Il n'y a qu'un parti pris qui s'arrête à la date du 24 février 2022, au moment du lancement de l'opération spéciale. Mais l'histoire n'a pas commencé là.
Et c'est à ce niveau que réside le véritable problème. Car la sagesse, la conscience collective ferait que ces dirigeants européens devraient d'abord s'occuper de leur propre population, car je Oui. tiens à vous dire que les choses ne vont pas si bien que ça en Angleterre, ni en France, ni en Allemagne. Donc on dirait que ce problème les éloigne de la réalité et qui s'en nourrissent. Et c'est une grande irresponsabilité politique et historique. Très bien. Merci à vous pour votre décryptage, Maître Philippe Devel. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, docteur en droit. Vous étiez avec nous en direct depuis Paris. Merci à vous. Monsieur Andrine, bonsoir. Merci d'être avec nous sur RT en français. Alors, sur le plan protocolaire et sur le fond, quelle différence voyez-vous entre le déplacement de Volodymyr Zelensky à Washington au mois de février dernier et le sommet Poutine-Trump en Alaska? Oui, bonsoir. Donc, il y a une différence quand même assez importante, c'est que la position des États-Unis et la position de l'Ukraine ont changé par rapport au 28 février. Il faut se rappeler que le 25 février, le ministre de la Défense, donc M. Hegseth, a publié sur la page du ministère de la Défense une information qui indiquait que la position des États-Unis, c'était le cessez-le-feu. Disons, geler la ligne de front et ensuite entamer des conversations. Et à l'époque, donc 3 jours plus tard, il y a eu donc cette fameuse réunion dans le bureau ovale entre Zelensky et Trump. Et à cette époque-là, c'était donc la position des États-Unis d'avoir un cessez-le-feu avant d'arrêter, donc avant d'avoir un accord de paix. Et l'approche de Zelensky, c'était aucun cessez-le-feu. C'est ça qu'il faut se rappeler. Et c'est pour ça qu'il y avait cette difficulté de compréhension entre l'administration Trump et Zelensky. La différence aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, la position ukrainienne, elle a évolué. C'est nous voulons un cessez-le-feu. Par contre, la position américaine, elle a aussi évolué suite à la réunion vendredi entre Trump et le président Poutine. Aujourd'hui, la position américaine, il semblerait, il faut vérifier, il semblerait que la position américaine soit nous sommes alignés avec la Russie, nous acceptons qu'il faut travailler pour avoir un accord de paix. Et donc, ça sous-entend effectivement que les hostilités vont continuer tant qu'il n'y a pas d'accord de paix. Et donc, vous voyez que si la position de l'Ukraine et des États-Unis ont tous les deux changé depuis le 28 février, ils sont toujours, disons, en opposition. Donc ça veut dire que la réunion de demain risque à nouveau d'être assez contentieuse. Et donc la première question que Zelensky doit se poser, c'est quel sera quel sera mon costume? Qu'est-ce que je porterai comme habit? Est-ce que je choisis de porter un costume, ce qui indiquerait symboliquement une volonté de Zelensky et de l'Ukraine de s'approcher de la position russe et de la position américaine, ou bien est-ce que je continue à porter mes kakis comme j'ai porté en février? Oui, monsieur Andrine. Et quelles seront les cartes à jouer aussi pour Volodymyr Zelensky? Lors du déplacement du mois de février dernier, Volodymyr Zelensky avait brandi cette fameuse carte des terres rares en Ukraine, mais ça n'a pas empêché son échec diplomatique. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a eu un contrat ou un accord sur les minéraux qui a été signé, mais personne n'en parle aujourd'hui. Donc je ne pense pas que ce soit réellement la question économique aujourd'hui. Je pense que c'est plutôt la carte jouée pour Zelensky. C'est plutôt sur quoi il va miser demain, Volodymyr Zelensky? Je pense qu'il va essayer d'expliquer qu'on ne peut pas faire confiance en Poutine, que Poutine, s'ils abordent la question sur le traité de paix, que la Russie va tout simplement continuer jusqu'à l'ouest de l'Ukraine, voire plus loin, et qu'on ne peut pas faire confiance. Mais je pense que la carte aussi de Zelensky, c'est le fait qu'il a réussi quand même à faire venir les Européens, tous les Européens, plus le directeur général de l'OTAN, plus Madame von der Leyen, qui est donc présidente de la Commission européenne,
pour l'appuyer, pour lui donner le support. Ça, je pense que c'est quand même déjà quelque chose de gagné pour Zelensky. Oui, Donc, à nouveau, on va voir justement, quel est son objectif demain, Volodymyr Zelensky? Alors, on le sait, il sera accompagné d'une armada de dirigeants européens. Dans quel objectif? Alors, je pense que aussi bien Zelensky que Macron et les autres, ils pensent pouvoir facilement influencer Trump. L'idée, et c'est peut-être pas tout à fait faux, hein, l'idée qu'ils se font, c'est que Trump est une personne qui peut être influencée très facilement. Il a été influencé vendredi, c'est leur position, il a été influencé vendredi par Poutine, et maintenant, nous allons l'influencer dans le sens contraire demain. Donc, est-ce que ça va marcher? Je ne pense pas. Parce que pourquoi est-ce que les Américains souhaitent maintenant s'aligner sur cette position russe? C'est pas parce qu'ils le veulent, c'est parce qu'ils sont obligés de le faire. C'est parce que l'évolution sur le terrain est si négative pour l'Occident que les Américains aujourd'hui se sentent contraints. Ils sont obligés d'évoluer leur position par rapport à cette position de X7 de février 25 février. C'est ça la situation. Très bien. Merci à vous pour ce décryptage, Monsieur Finandrine. Je rappelle que vous êtes spécialiste des affaires internationales. Vous étiez avec nous en direct depuis Paris. Merci à vous.